Autisme et TDAH associés, alors, compensation ou surhandicap? Durant cette conférence, on va balayer les confusions qui existent autour de ces deux diagnostics et de leur association. On verra également par quels enjeux psychosociaux les personnes concernées sont traversées. Pour avoir les sources de cette conférence, je vous invite à scanner le QR code à l'écran et en fin d'article, vous retrouverez la bibliographie. Le contenu de cet article lui-même, il ne sera pas abordé ici, mais les sources, elles, se croisent. Alors comment le sujet est-il traité sur les réseaux sociaux, dans les médias et par les professionnels? On va d'abord voir quelques exemples de ce qui est largement diffusé. Donc ces courtes vidéos qui envahissent les réseaux sur l'association du TSA et du TDAH nous expliquent qu'il y aurait une certaine tension entre les symptômes de l'un et de l'autre. On pourra observer que ce qui est prêté à l'autisme est souvent en partie réel, mais bon, c'est quand même loin de la réalité de l'autisme. Et aussi, les mises en perspective qui sont faites avec le TDAH sont pleines de clichés, alors que les présentations, elles sont souvent bien plus variées et complexes. En général, il y a d'ailleurs une méprise dans la logique de présentation en miroir des symptômes, parce que le plus souvent, ils n'évoquent en fait pas tout à fait la même chose. On va voir une vidéo où ici, la personne, elle pense résumer les contradictions internes d'une personne qui présenterait de l'autisme et un TDAH. Just makes sense. Needs a good schedule to function, but can't follow it most of the time. Has difficulty connecting with others, but craves social interaction. Stresses over not being on time, but has no perception of time and is always late. Constantly overstimulated by senses, but becomes restless and understimulated easily. Has intense lifelong special interests, but hyperfixates on a new absurd hobby every month. Prefers to work in clean spaces, but can't keep any space tidy longer than 10 minutes. Tous les exemples donnés, ils sont grandement discutables, et je vais ici n'en relever que quelques-uns. L'autisme ferait avoir donc des difficultés à se connecter avec d'autres personnes, quand le TDAH ferait en même temps ardemment désirer des interactions sociales. Bon, eh bien non, les personnes avec un TDAH, elles peuvent être introverties, avoir des difficultés dans les relations sociales, avoir même de la phobie sociale, et même peu d'attrait pour celles-ci. Autre point, l'autisme serait constamment surstimulé par ses sens, mais le TDAH rendrait en parallèle souvent agité et sous-stimulé. Bah, c'est faux, bien sûr. On sait aujourd'hui que le TDAH il présente aussi des problèmes d'hypersensorialité qui peuvent être très envahissantes. Encore un autre point, l'autisme donnerait des intérêts spéciaux intenses toute la vie, quand le TDAH amènerait en plus de nouvelles hyperfixations sur des loisirs, je cite dans la vidéo, qualifiés d'absurdes. Bon, évidemment, les personnes avec un TDAH, elles peuvent avoir des passions uniques et durables et avoir des hyperfixations passagères sur le même intérêt spécifique. Il y en a beaucoup de personnes qui ont ça sans présenter par ailleurs aucun signe d'autisme. Comme on va le voir, la réalité elle est tout autre, encore une fois, et le TDAH, avec des comorbidités, elle peut parfaitement coller à la description qui est faite des symptômes de l'autisme. Je vous propose une autre vidéo où la personne parle de conflits dans un même cerveau lorsque la personne présente un TSA et un TDAH. Donc je ne vous refais pas le topo, on retrouve quasiment les mêmes clichés. Et selon ce récit, il s'agirait d'un tiraillement constant entre deux façons de fonctionner. Bien sûr, ça peut paraître intuitif au premier abord, mais dans les faits, cette vision dichotomique, elle est très réductrice et même fausse. Un cerveau, il n'est pas divisé en deux et tiraillé lorsque l'on a un TSA et un TDAH. Ça va se marier de façon beaucoup plus subtile, tout en rendant le quotidien encore plus difficile. En plus, lorsqu'une personne elle a un TDAH et de l'autisme,
Selon la littérature, elle a des symptômes d'autisme beaucoup plus marqués qu'une personne qui a juste de l'autisme. Et ces personnes, elles rencontrent aussi des difficultés bien plus importantes dans leur quotidien, par exemple qui nécessiteraient un accompagnement quotidien. Dans les médias, on retrouve exactement ces mêmes idées reçues. Et pour terminer, voici quelques commentaires de cliniciens qui ont été relevés sur LinkedIn. Donc ils ne sont pas corroborés par l'état actuel des connaissances, pourtant ils font vraiment partie du discours dominant. Donc par exemple, les hypersensorialités sont présentes que chez les personnes autistes. Bon, ce n'est pas le cas, on les retrouve même dans divers troubles psychiatriques, et je vous donnerai les références plus loin. Contrairement aux autistes, les TDAH sont hyper flexibles, ils détestent la routine et ont sans cesse besoin de changement. Alors en fait, au contraire, la flexibilité cognitive, c'est un problème majeur chez les personnes qui ont un TDAH. Autre verbatim, le TDAH et le TSA ensemble masquent leurs symptômes réciproques. Bon, c'est faux, la littérature montre exactement le contraire. Encore une fois, il y a vraiment de nombreux clichés qui circulent. Donc tout symptôme, qu'il soit présent dans l'autisme ou le TDAH, il se retrouve aussi dans de nombreux troubles psychiatriques, mais aussi dans certaines affections physiologiques. Ça souligne bien l'importance du diagnostic différentiel. Il faut explorer toutes les hypothèses avant de poser un diagnostic. La présence concomitante de symptômes, elle ne suffit pas à poser un diagnostic. Vous pouvez voir donc dans cette diapositive quelques exemples de symptômes fréquemment partagés avec des troubles psy ou des affections physio. J'ai pas pu tout faire rentrer dans la diapositive, mais vous comprendrez l'essentiel de l'idée avec ceci. Une référence donc intéressante sur le sujet de la transversalité de ces symptômes. Pour ceux qui seraient intéressés donc d'approfondir le sujet, je vous laisse scanner le QR code, sachant que cette revue professionnelle, elle est en accès gratuit. Alors quels sont les clichés les plus répandus sur le TDAH et qu'est-ce qu'il en est en réalité? Alors on entend souvent dire que les personnes avec un TDAH, elles seraient particulièrement flexibles. Eh bien, les études, elles montrent au contraire que la flexibilité cognitive, qui fait partie des fonctions exécutives, c'est le plus fragilisé dans le TDAH. Cette confusion, elle vient probablement du fait que ces personnes, elles peuvent souvent changer, je sais pas moi, de goût, de loisir ou de sujet d'intérêt. Bon, mais déjà, c'est pas systématique, et en plus, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Alors la flexibilité cognitive, c'est par exemple de modifier son avis lors d'un débat, enfin de le réviser, de changer de stratégie lorsque la première ne fonctionne pas, etc. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Autre idée reçue, les personnes avec un TDAH, elles seraient forcément désorganisées. Bon, en fait, il y en a beaucoup qui développent des stratégies de compensation. Il y a certaines même qui deviennent excessivement organisées, qui planifient tout, qui arrivent très en avance au rendez-vous, très méticuleuses, très perfectionnistes. Ces comportements, ils traduisent pas forcément un TSA, mais bien une tentative de reprise de contrôle sur un fonctionnement interne qui va être auto-perçu comme imprévisible et source d'anxiété. Enfin, certaines personnes avec un TDAH, elles présentent des intérêts très marqués et parfois durables sur plusieurs années, voire toute une vie. On pense souvent donc aux intérêts restreints, comme ceux qu'on observe dans l'autisme, mais ce chevauchement apparent, il vient contribuer à la confusion entre les deux diagnostics. Abordons maintenant une problématique qui prend de plus en plus de place dans les débats actuels. C'est l'influence des porte-paroles sur les réseaux sociaux, qui est à la fois positive et à la fois négative sur la perception de l'autisme et du TDAH. Donc on entend souvent parler des bienfaits de cette visibilité, et ils sont nombreux, on les connaît tous bien, mais je voudrais ici attirer l'attention sur certains aspects qui vont être plus problématiques. Il faut le reconnaître. Pour les jeunes générations, le TSA et le TDAH sont devenus des diagnostics plus désirables, ou peut-on dire plus assumables, que d'autres. Dans un contexte de surexposition au réseau, les jeunes, ils ont encore plus de pression pour se différencier tout en appartenant à un groupe. Ça soulève des questions fondamentales. Il serait préjudiciable pour les personnes concernées d'en faire abstraction.
parce que cette dynamique, elle contribue à la diffusion et à l'amplification des clichés et de simplification de ces profils. Ces représentations biaisées, elles faussent la compréhension réelle des symptômes, qui sont souvent réduits à comme si c'était de simples traits de caractère, plutôt qu'à des différences cliniques marquées. Un autre risque, c'est celui du sous-diagnostic de troubles psychiatriques. Parce que lorsque l'on va dans des centres ou chez des spécialistes du TSA ou du TH, il y a d'autres troubles qui peuvent être négligés. Ça peut conduire à des prises en charge qui vont être incomplètes, voire inadaptées. Il y a aussi une dimension identitaire. L'autisme et le TDAH, ils sont souvent investis intensément par une partie des personnes concernées, et ça devient même une part centrale de leur identité. Mais en cas de révision du diagnostic ou des classifications, ça peut venir fragiliser l'estime de soi, et on va voir un peu plus tard comment et les conséquences. Le soulagement ou l'exposition sociale d'avoir reçu un diagnostic d'autisme ou de TDAH, ils ont bien sûr des aspects positifs. Ils permettent de donner du sens à son parcours, de mieux se comprendre, parfois même de se réapproprier son identité. Mais ces dynamiques, elles comportent aussi des limites qu'il nous faut examiner. D'un côté, on observe un phénomène qui est préoccupant. C'est un rejet des diagnostics psychiatriques sur les réseaux. On a parfois des témoignages qui expriment un malaise, voire une forme d'offuscation, lorsque d'autres diagnostics ont été posés par le passé. Ce rejet, il peut participer à renforcer la stigmatisation des troubles psychiatriques, comme s'il existait une hiérarchie implicite des diagnostics. Et dans cette hiérarchie, l'autisme et le TDAH apparaîtraient comme plus légitimes que d'autres conditions. De l'autre côté, on fait face à un paradoxe inverse, le manque de formation des cliniciens au TND. Et cette lacune, elle conduit encore trop souvent à des erreurs ou à des oublis dans les démarches diagnostiques, et donc à aussi un sous-diagnostic des TND. Pour beaucoup, ça se traduit par des années d'errance et de souffrance avant d'obtenir des accompagnements adéquats. Donc on se retrouve avec deux problématiques en miroir, et ces deux réalités, elles coexistent toutes les deux, et elles ont des coûts humains importants. Ça rappelle vraiment à quel point le travail de discernement et de formation y reste essentiel. L'approche de l'accompagnement par le prisme des catégories diagnostiques, elle joue grandement sur ces problématiques identitaires. C'est important de rappeler que les diagnostics, ils sont avant tout historiquement que des constructions sociales utilitaires. Ils ont été créés pour classer les personnes grâce à des statistiques, souvent avec des prédictions imparfaites, dans le but de normaliser les prises en charge. Ces diagnostics ne correspondent pas à des entités réelles figées. Chaque individu possède un fonctionnement neurobiologique unique. Il n'existe pas deux cerveaux identiques. Les frontières diagnostiques établies, ça reste des abstractions qui vont être utiles, mais qui ne doivent pas être prises comme des entités à part entière qu'on pourrait investir sur un plan identitaire. Sur la diapositive à droite, donc voici une recommandation de lecture sur l'histoire des bases épistémologiques de la psychiatrie et de ses classifications. Donc il pourrait vraiment être pertinent de porter moins d'importance aux diagnostics eux-mêmes et davantage à l'essentiel, que chacun puisse accéder aux accompagnements adaptés à ses besoins, tout en étant informé des risques potentiels d'un investissement identitaire au diagnostic. Parce qu'on entend régulièrement des expressions comme « je suis TDAH » qui traduisent une fusion entre le diagnostic et l'identité. Pourtant, dire « je suis trouble de l'attention », ça n'a pas beaucoup de sens. Dire « je suis », ça suggère un investissement identitaire qui peut s'avérer délétère pour la flexibilité et la progression dans son propre parcours de vie. Imaginons ce qui se passerait si un jour, les critères diagnostiques venaient à évoluer, et c'est d'ailleurs inévitable, ou si une erreur diagnostique elle était mise au jour. Comment ces personnes pourraient-elles alors gérer ce changement si leur identité elle s'est reconstruite autour d'un diagnostic ? Quel impact ça aurait sur leur estime de soi et sur leur sentiment de continuité dans leur récit personnel ? Ces conséquences, elles peuvent être très importantes, et je pense qu'elles méritent toute notre attention. Ça souligne vraiment la nécessité d'une prévention rigoureuse et bienveillante dès la pose d'un diagnostic et quel qu'il soit.
L'identité humaine, elle est dynamique. Elle se construit et se reconstruit continuellement. La figer autour d'un diagnostic, c'est prendre à long terme, je dis bien à long terme, le risque de limiter les possibilités d'évolution et de bien-être pour la personne. La psychiatrie de précision, elle nous invite à faire preuve d'humilité face aux classifications. Des symptômes similaires, voire des syndromes en apparence identiques, ils peuvent avoir des origines différentes d'une personne à l'autre, et donc également des besoins différents. Se cantonner à une approche catégorielle, ça risque d'entraver la mise en place de prises en charge véritablement personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de chacun. Cette journée, elle est née de l'expérience et des interrogations de beaucoup d'entre nous autour du TSA et du TDAH, ainsi que de leur co-occurrence. La professeure Caroline Demilly m'a permis de choisir la thématique de cette journée et ses intervenants. Je la remercie énormément pour cette confiance. Un très grand merci à mes collègues d'iMine, Marine, Kylian et Jennifer, sans qui cette journée n'aurait pas pu voir le jour. Merci pour votre attention. Toute l'équipe d'iMine vous souhaite une très belle journée.